Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. 19e réunion du comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP par visioconférence. Les pays signataires de l'accord de coopération ont réitéré l'importance d'atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays. Les détails dans ce journal. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana a été guillotiné. L'Algérie commémore l'anniversaire de son exécution. On vous dresse dans ce journal le portrait d'un martyr qui a sacrifié sa vie pour son pays. « 119 cas de contamination, 118 guérisons et 14 décès en Algérie durant les dernières 24 heures. Nous revenons sur l'appel à la vigilance du docteur Jamal Fourar et nous verrons si les usagers du tramway à Alger respectent les gestes barrières. Enfin, nous verrons comment 2 femmes au foyer ont retrouvé la fibre artistique qui sommeillait en elles pendant cette période de confinement. Elles laissent désormais libre cours à leur expression artistique. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP a tenu hier une réunion par visioconférence. Durant cette réunion, le comité a insisté sur un point, atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays signataires de l'accord de coopération. L'Algérie, qui est membre de ce comité, qui assure la présidence de la conférence de l'OPEP, a participé à cette réunion avec une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Les détails avec Amal Barba. Les pays membres de l'OPEP et non-OPEP sont appelés à atteindre la pleine conformité avec l'accord du 12 avril dernier portant sur une réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de barils par jour pendant 3 mois, de mai à juillet, et d'une coupe de 7,7 millions de barils par jour du 1er août à fin décembre 2020. Le niveau global de conformité a atteint 87% en mai dernier, a souligné le comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP, réuni hier en visioconférence avec la participation de l'Algérie avec une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Ce comité a réitéré l'importance cruciale que tous les pays participants atteignent 100% de leur objectif et compensent tout manquement au mois de juillet, août et septembre. Ces derniers devraient transmettre au plus tard, le lundi 22 juin, au secrétariat de l'OPEP un planning d'ajustement de leur réduction de production durant les mois de juillet, août et septembre 2020, et ce pour atteindre le niveau requis. Chargé de suivi de l'application de l'accord sur la baisse de production, ce comité est composé de 4 pays membres de l'OPEP, dont l'Algérie, qui assure la présidence de la conférence, l'Arabie saoudite, le Koweït et le Venezuela, et de 2 pays non membres de l'organisation, à savoir la Russie et le Sultanat d'Oman. Ce comité se réunira désormais tous les mois pour évaluer la situation. La prochaine réunion par visioconférence est fixée pour le 15 juillet prochain. Et en lendemain de cette 19e réunion, les cours de l'or noir sont repartis à la hausse. Le baril de Brent a grimpé pour atteindre ce vendredi les 42,78 $, le plus haut niveau depuis la forte chute des cours au mois de mars. Je le disais en titre, l'Algérie commémore l'anniversaire de l'exécution d'Ahmed Zabana, un nom devenu à lui seul symbole de courage et de détermination et de résistance face à l'oppression. Moujahid courageux, fin stratège, il a été désigné par l'Arbi Ben Mehdi comme responsable de la zone de Zahana. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana a été guillotiné. Il devient ainsi le premier martyr de la guerre de libération nationale à monter sur l'échafaud. Voici le portrait d'un homme qui a impressionné le monde par son courage et qui continue à inspirer des générations d'Algériens, dressé ce soir par Moulana Ouelhamoudi. Je meurs, mais l'Algérie vivra. C'est la dernière phrase prononcée par Ahmed Zabana quelques minutes avant son exécution. Un certain 19 juin 1956, Ahmed Zabana est conduit vers la guillotine, dressé dans la cour de la triste prison Barberousse. Son état de santé est détérioré, blessé par balle, avec des signes de torture apparents et des séquelles d'un séjour de plusieurs mois au quartier des condamnés à mort. Ahmed Zabana est exécuté. Il est le premier martyr à avoir subi cette peine capitale pendant la guerre de libération nationale. Depuis sa cellule en prison et avant l'heure fatidique, Ahmed Zabana a écrit une lettre d'adieu à sa maman. Le message a été également adressé à la génération montante de l'indépendance, l'invitant ainsi à préserver l'Algérie libre et indépendante.
Il leur a dit « Ne vivez que pour l'Algérie, car c'est pour l'Algérie que nous mourrons ». De son vrai nom, Zahana, Ahmed Zabana est né en 1926 dans la wilaya de Mascara. Il adhère au mouvement des scouts musulmans où il acquiert les qualités d'un leader. En 1946, il adhère au Parti du peuple algérien. Dès 1947, il devient responsable de l'organisation spéciale de l'Oranie. Après le démantèlement de l'organisation, Zabana est arrêté avec ses camarades, mais libéré en 1953. Il est désigné par l'Arbi Ben Mhidi en 1954 comme responsable de la banlieue d'Oran, chargé de préparer la lutte armée. À l'aube du 8 novembre en 1954, il est blessé et arrêté par les soldats de l'armée française. Le tribunal d'Oran le condamnera à la peine capitale et toutes les demandes de grâce ont été rejetées. Dans sa dernière lettre, l'on pouvait lire aussi « S'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est de sacrifier l'être qui vous est le plus cher. Il ne faut pas me pleurer. Au contraire, il faut être fier de moi. » Par cette exécution, ses bourreaux ont voulu étouffer son souffle et son désir ardent pour la liberté, mais Ahmed Zabana, immortalisé, devient une icône du patriotisme et le symbole du sacrifice et de la résistance du peuple algérien pour la liberté. Et la daïra de Zahana dans la wilaya de Mascara a commémoré l'anniversaire de l'exécution du martyr Ahmed Zabana. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative baptisée de son nom. L'assistance a également lu la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos glorieux chouhada. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a tenu son point de presse cet après-midi à Alger. On découvre le bilan des dernières 24 heures avec le porte-parole de ce comité, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, vendredi 19 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs des 24 dernières heures, nous avons enregistré 119 nouveaux cas, 118 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 14 décès. Avec l'enregistrement de 119 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 11 504 cas, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 14 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des cas à 825, sachant que 76% des décédés sont âgés de 60 ans et plus et que 73% ont une maladie chronique. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est de 8196, dont 118 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole en vigueur, leur nombre est de 24 603 patients. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 53 patients en soins intensifs. Et en marge de ce point de presse, le docteur Jamel Fourar est revenu sur cette légère hausse des cas de contamination. Il a rappelé à quel point il est important de respecter les gestes barrières. Il a été interviewé par Amel Bouharba. On l'écoute. Et ces derniers jours, effectivement, il y a une légère remontée des chiffres. En fait, c'est connu après chaque déconfinement de par le monde aussi. C'est la même chose qui se passe dès qu'on déconfine un peu. Il y a un peu plus un regain de cas, une petite augmentation de cas. Mais surtout dû au respect des mesures barrières. Il faut que notre population maintenant se dise que le déconfinement a été fait, les activités ont repris, les transports ont repris. Il faut que chacun d'entre nous respecte les gestes barrières qui sont simples à appliquer. C'est l'hygiène des mains, la distanciation sociale, le respect du confinement à domicile pour juste après donc 20h jusqu'à 5h du matin et surtout le port du masque qui est obligatoire maintenant. Il y a un décret exécutif
qui a été fait dans ce sens pour le respect du masque de protection. Et c'est ces mesures barrières au cours de cette période-là de déconfinement qui va permettre d'arrêter la transmission du virus parmi la population. Une des personnes qui est décédée aujourd'hui a 108 ans. Ça veut dire qu'elle a été contaminée par la famille qui sont sortis dehors sans moyen de protection, qui ont été contaminés et qui ont contaminé les personnes âgées, surtout ceux qui ont des maladies chroniques. Et comme vous voyez, la majorité hier, c'est 100% des décédés qui avaient une ou deux maladies chroniques. Donc il faut que les gestes barrières soient respectés par tout le monde. Il faut rester vigilant. Comme vous avez vu, même dans le monde, il y a une recrudescence des cas en Chine, en Italie, en France, etc. Donc c'est un phénomène tout à fait attendu. Dès qu'on déconfine, il y a beaucoup de gens qui sortent, etc. Et s'il n'y a pas de respect de ces mesures barrières, on peut s'attendre à une augmentation des cas. Et en attendant un déconfinement total, certains d'entre vous reprennent la vie à l'extérieur sur la pointe des pieds. Pour se déplacer, les moyens de transport ont repris, comme le tramway par exemple. Walid Ousfi est allé ce matin constater les mesures de sécurité prises au tramway d'Alger et voir si elles sont véritablement respectées par les usagers. Reportage. Pour la reprise du tramway d'Alger, plus de 100 agents ont été mobilisés au niveau de 37 stations d'Alger, et ce pour veiller au respect des mesures sanitaires. Une tâche qui n'est pas toujours facile, notamment pendant les jours d'affluence où des dépassements ont été enregistrés. Depuis la mise en service de ces tramways, nous avons eu quelques difficultés à gérer un petit peu les flux. Donc pour cela, je demande à nos usagers d'être patients parce que il y a un intervalle de 5 minutes entre une rame et une rame, donc ça ne sert à rien de se précipiter pour monter dans une rame. Donc, et je demande aussi à nos usagers d'être vigilants et de respecter toutes les conditions de prévention que nous avons mis en place. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place par la direction du métro d'Alger pour éviter la propagation du Covid-19. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de mesures, notamment le port du masque qui est obligatoire. Il y a la limitation du nombre de voyageurs à l'intérieur de rames qui est limitée à 50%. Nous avons aussi neutralisé 50% des sièges. Nous mettons à la disposition de nos usagers le gel hydroalcoolique. Les gens sont conscients, bien qu'aujourd'hui c'est le week-end et qu'il y ait moins de monde, les gens portent leur masque et respectent la distanciation physique. Il y a aussi des opérations de désinfection. C'est une bonne initiative, mais il faut surtout que le citoyen soit conscient. Cela fait plus de 87 jours que le tram est à l'arrêt. Nous en avons souffert. Maintenant que le tram a repris du service, il ne tient qu'à nous d'être vigilants et de respecter les mesures de prévention. C'est obligé, c'est une obligation. C'est pour notre sécurité, notre santé. C'est primordial, à mon avis. Quelqu'un qui est conscient, il doit penser ainsi. Ce retour à la normale arrive à point nommé pour les usagers du tramway d'Alger. Toutefois, le respect des gestes barrières reste primordial pour la sécurité de tout un chacun. Et après les chauffeurs de taxi, c'est au tour des artisans de toucher à la deuxième tranche d'allocation de solidarité attribuée par le gouvernement. À Alger, ce sont 630 artisans qui ont pu en bénéficier. Reportage Nadia Soltani, commentaire signé Adel Brahms. L'opération d'attribution de l'allocation de solidarité dédiée aux professions impactées par la crise sanitaire a entamé sa deuxième étape. Une aubaine pour des milliers d'artisans qui peinaient à joindre les deux bouts suite à l'arrêt de leur activité. Cette allocation tombe à pic pour nous qui avons un travail journalier. Après avoir bénéficié d'une première allocation, nous avons été appelés pour bénéficier de la deuxième. Afin d'assurer le bon déroulement de cette opération, la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger s'est attelée à mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Vers la fin du mois de mai, nous avons commencé l'attribution des mandats. Cette opération a touché jusqu'à présent 630 artisans et se poursuivra durant les prochains jours. Nous avons publié sur le site de la Chambre de l'artisanat et des métiers le formulaire à remplir et nous avons également contacté les artisans par téléphone.
Pour rappel, la première tranche de cette allocation a été attribuée avant la fin du mois de Ramadan et vise à atténuer l'impact engendré par les mesures de lutte contre la Covid-19. Agriculture maintenant, les plaines de Abadla dans la wilaya de Béchar sont assez généreuses cette année, et ce malgré un manque d'irrigation. Objectif des agriculteurs, atteindre une récolte de 60 quintaux par hectare contre 40 actuellement, tout en maintenant une qualité supérieure, presque sans pesticides. Reportage sur place de Mohamed Bkhadda, commentaire signé Nassima Imloul. Les agriculteurs de la plaine d'Abadla s'attendent à une production céréalière record au titre de la campagne moisson-battage 2019-2020. Elle devrait atteindre les 40 000 quintaux et ce, en dépit d'une faible pluviométrie. Nous sollicitons l'aide des pouvoirs publics pour la culture du blé, qui est considérée comme une économie alternative. Cette aide nous permettra d'atteindre une production meilleure. Pour cette récolte, nous n'avons pas eu recours aux engrais chimiques. Je vous confirme que l'année prochaine, la récolte sera encore meilleure. L'emblavement des céréales dans cette région a augmenté cette année grâce à l'extension des terres agricoles qui ont permis d'atteindre une récolte abondante. Nous avons atteint notre objectif tracé, qui était de l'ordre de 40 quintaux à l'hectare. Le blé récolté est ensuite transporté vers ce hangar pour être mis à l'abri de la chaleur. La coopérative des céréales et légumes secs a mis à la disposition des agriculteurs de la région de Abadla un hangar de collecte couvert pour leur production avant d'être acheminés vers les sites de stockage à Béchar. Nous travaillons d'arrache-pied afin de réceptionner la récolte de tous les agriculteurs et à tout moment. Des techniciens accompagnent les agriculteurs depuis le début, des labours semailles jusqu'à la saison moisson-battage. Dotés d'une volonté en acier, les agriculteurs veulent relever le défi pour une production abondante et diversifiée en quantité et en qualité dans les prochaines années. En dépit des conditions climatiques défavorables, d'énormes efforts sont déployés pour une redynamisation de l'agriculture en vue d'atteindre la sécurité alimentaire. Nous sommes devenus de plus en plus connectés, surtout en cette période de confinement. Avoir la fibre optique est synonyme d'une connexion Internet plus rapide avec un haut débit. À Constantine, vous allez le voir, Algérie Télécom lance de grands chantiers pour accorder les différents quartiers de la ville à la Idoum Fibre. Reportage de Zineb Barnoussi, commentaire signé Moulana Walhamoudi. Permettre à l'ensemble des Constantinois de bénéficier des offres ultramodernes en matière de connexion Internet, un objectif qui a nécessité le lancement d'un chantier gigantesque à travers les nouveaux groupements urbains de la wilaya de Constantine. يعني الزبون هنا لو كان يجي يدوموندي لنا 100 ميجا اون بو لو دوني دو 100 ميجا سي فيني هذوك تاع بكري لا 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 2 ميجا 4 ميجا انه احنا رانا معزولين نهائيا على العالم. Cette cité est complètement coupée du monde. Il n'y a aucun moyen de communication. Aujourd'hui, Algérie Télécom tient ses promesses et répond à la demande des habitants de cette nouvelle cité. La modernisation de l'ancien réseau de communication en cuivre a par ailleurs nécessité d'importants moyens. Le réseau est ensuite raccordé à un système à très haut débit en vue d'assurer l'accès à Internet à de milliers de foyers sans interruption. Cet appareil assure aux abonnés une connexion à haut débit. En plus, sa maintenance est simple et pas coûteuse. Croyez-moi, on sent vraiment la différence. Il n'y a plus de coupure de la connexion Internet. La couverture de l'infrastructure technologique de la wilaya de Constantine dispose à présent d'une boucle de plus de 2600 km de fibre optique répartie à travers le territoire de la wilaya. On reste à Constantine où la gendarmerie nationale a mis la main sur un trésor archéologique inestimable qui date du IVe siècle. Plus de 2300 pièces de monnaie qui remontent à l'époque romaine ont été saisies. Des pièces qui seront restituées au musée de Sirta après fin de procédure judiciaire. La correspondance d'Ismaël Belkhaïtia.
La brigade de gendarmerie nationale du Khroub à Constantine a démantelé un réseau national de trafic de pièces archéologiques, essentiellement des pièces de monnaie. Cette bande composée de 6 personnes activées sur 5 wilayas et s'apprêtait à acheminer ce véritable trésor d'une manière frauduleuse hors de nos frontières. Les 6 trafiquants appréhendés étaient à bord de 2 véhicules et ils ont entre 25 et 45 ans. Cette opération nous a permis de récupérer plus de 2351 pièces de monnaie qui remontent à l'époque romaine. Une fois les procédures réglementaires effectuées, ces trafiquants seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes. D'une valeur archéologique inestimable, ces pièces de monnaie datent de l'époque romaine, plus précisément sous le règne prospère de l'empereur romain Constantin. D'un point de vue historique, ces pièces de monnaie ont une valeur inestimable. La majorité des pièces remontent au IVe siècle. Cette période a connu une importante inflation monétaire, notamment sous le règne de l'empereur Constantin, ce qui explique l'abondance de ces pièces connues sous le nom de AS3 et AS4. Il faut savoir que ces pièces antiques peuvent beaucoup nous renseigner sur l'histoire de la région à cette époque-là. Le musée national de Sirta pourra restituer ce trésor après la fin de la procédure judiciaire. Justice à présent, le représentant du ministère public près le tribunal de Sidi Mohamed a requis hier soir une peine de prison de 20 ans ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, et de 15 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya et du président directeur général de Sovac, Mourad Olmi, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de 12 ans de prison contre l'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi. Les accusés sont poursuivis dans l'affaire Sovac pour plusieurs chefs d'inculpation liés à la corruption, dont le transfert à l'étranger de capitaux issus de revenus criminels, corruption, trafic d'influence et pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'un dû privilège. Concernant Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite à l'étranger, le représentant du ministère public a requis à son encontre également une amende de 8 millions de dinars avec émission d'un mandat d'arrêt international et de 2 millions de dinars à l'encontre d'Ahmadou Yahya et l'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi. Une peine de 20 ans de prison ferme a été requise contre l'accusé Djarbou Amin, assortie d'une amende de 8 millions de dinars. La même peine a été requise contre l'épouse du PDG de Sovac, Ben Moussa Fatiha, avec émission d'un mandat d'arrêt international. L'actualité internationale de ce samedi est dominée par la situation préoccupante des réfugiés à travers le monde. L'ONU qui condamne les violences policières et le racisme. Résumé avec Marim Damis. Les personnes déplacées représentent plus d'1% de l'humanité, un record selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 80 millions de personnes vivent aujourd'hui loin de chez elles. L'année 2019 a connu un bond de 9 millions de personnes dû à la persistance ou à l'aggravation des conflits existants qui ont généré des vagues d'exilés, comme en RDC, au Yémen ou encore en Syrie, qui compte à elle seule 6% de tous les déplacés dans le monde. Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières est unanimement adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis. Le Conseil des droits de l'homme a adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier. Le président du Conseil européen annonce que les dirigeants européens ont prévu de se retrouver en face à face mi-juillet à Bruxelles pour trouver un accord rapide sur un plan de relance à l'issue d'un premier tour de table vendredi qui a mis en évidence des désaccords. Plus de 8 millions de contaminations sont enregistrées dans le monde et plus de 4500 morts dues au coronavirus. La pandémie est toujours préoccupante, particulièrement au Brésil, en Inde et au Chili. L'OMS s'alarme et met en garde contre une phase dangereuse. Retour en Algérie, vous êtes nombreux à avoir découvert de nouvelles passions pendant cette période de confinement. Nous allons vous montrer ce soir comment Jazia et Fatiha, deux femmes au foyer qui ont choisi de se lancer dans la peinture. Elles laissent désormais libre cours à leur imagination découverte avec Sarah Derbel.
Ces tableaux riches en couleurs ne sont pas réalisés par de grands artistes mais par deux amatrices, Jazia et Fatiha. Les deux sont femmes au foyer, l'une est passionnée de photographie, l'autre par la pâtisserie. Elles ont mis à profit cette période de confinement pour explorer de nouveaux horizons, la peinture sur verre. Je n'avais rien à voir avec la peinture. La peinture, c'est venu comme ça. Et là, vraiment, je me retrouve c'est-à-dire même femme au foyer, même pour moi, c'est une grande occupation. C'est devenu une passion après la pâtisserie. Quand j'ai démarré, ça m'a plu. Je commençais à trouver les couleurs avec le prof, d'ailleurs que je remercie de tout ce qu'elle a fait pour nous. Et par la suite, j'ai appelé mon ami, j'ai dit voilà Fatiha, il était temps que tu viennes voir ce que je suis en train de faire. Et je lui ai envoyé sur Messenger toujours tout ce que je réalisais, je lui montrais. Juste pour lui donner le coup de pouce pour m'accompagner. Là, elle m'a fait sortir et c'est comme ça que j'ai été vers la peinture. Sinon, je n'avais rien à voir. Je ne savais même pas tenir un pinceau. Fatiha peint depuis 4 mois maintenant. Chaque support fait naître des idées nouvelles, des inspirations avec lesquelles elle crée des objets uniques. Comme vous avez vu ici, et j'ai plein de cadres qui sont mes coups de cœur que j'adore. Et chaque cadre, je lui ai donné un nom. Et vraiment, là, c'est devenu vraiment ma passion. Vraiment, alors en tenant le pinceau, j'ai des idées. Même si cette période de confinement n'a pas toujours été de tout repos, ces mamans ont su retourner cette situation exceptionnelle et parfois source de stress en leur faveur et en tirer le meilleur. J'essaie de faire ressortir ce que j'ai au fond de moi. Le ton de couleurs qu'il y a aussi, ça me permet de voyager aussi à travers ces couleurs et ça détend aussi. Et c'est une thérapie extraordinaire. Et je conseille à toutes les femmes, et pourquoi pas les enfants qui sont à la maison, avec les mamans, apprendre à faire par exemple du dessin. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour apprendre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles passions. Une devise adoptée par ces deux artistes en herbe. Pour elle, c'est là que réside le secret de la réussite. Avant de nous quitter, voici un rappel des titres. 19e réunion du comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non OPEP par visioconférence. Les pays signataires de l'accord de coopération ont réitéré l'importance d'atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays. Nous avons suivi les détails dans ce journal. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana a été guillotiné. L'Algérie commémore l'anniversaire de son exécution. Nous avons suivi dans ce journal le portrait d'un martyr qui a sacrifié sa vie pour son pays. « 119 nouveaux cas de contamination, 118 guérisons, 14 décès en Algérie durant les dernières 24 heures. Nous avons écouté l'appel à la vigilance du docteur Jamel Fourad et nous avons vu comment les usagers du tramway à Alger respectent les gestes barrières. Enfin, nous avons vu comment 2 femmes au foyer ont retrouvé la fibre artistique qui sommeillait en elles pendant cette période de confinement. Elles laissent désormais libre cours à leur expression artistique. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.